Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir, apparemment très nombreux pour cette présentation sur la gestion de la trésorerie en période de crise sanitaire. En période de crise sanitaire, plus exactement pendant cette crise et je dirais après. Alors, je m'appelle Éric Moutarde, je suis chargé de mission au sein du pôle économie-gestion à la FNOGEC. Pour cette présentation, donc, je serai accompagné de Véronique Dussoulier, qui est également chargée de mission à la FNOGEC, et de notre partenaire KPMG, qui possède une connaissance du réseau des OGEC qui n'est, je dirais, plus à démontrer. Donc, la représentante de KPMG sera Madame Christine Doisy. Voilà, donc vous aurez le plaisir de voir tout à l'heure. Donc, cette présentation que nous vous remercions de suivre s'articulera en 3 temps. Donc, nous allons commencer par une brève présentation de quelques enjeux clés, puis nous céderons la parole aux représentants de KPMG qui vont vous faire une présentation qui sera axée à la fois très opérationnelle et avec des problématiques de contrôle interne. Et nous terminerons en vous présentant, je dirais, une solution technique mise en place par la fédération pour vous assister et pour vous aider dans la construction d'un outil, d'un budget prévisionnel de trésorerie. Enfin, nous essaierons de garder 10 à 15 minutes pour un temps de questions-réponses donc en toute fin. Donc n'hésitez pas à intervenir par le biais du canal dédié. Pour celles et ceux pour celles et ceux à qui on n'aura pas pu matériellement apporter une réponse pendant ce webinaire, je dirais qu'on leur transmettra une réponse individuellement un tout petit peu plus tard. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif de la présentation. Donc, on va commencer par un certain nombre de petits points d'attention. On rappellera le contexte. Donc, donc nos partenaires de KPMG vous présenteront donc les axes principaux d'action, l'optimisation des ressources, l'optimisation des charges. Voilà, puis un certain nombre d'actions sur les financements, un petit point sur les ressources humaines et une cartographie des priorités et calendriers. Puis nous reprendrons la parole pour rappeler un certain nombre d'éléments d'appréciation et des solutions qui sont en disposition, solutions qui sont à la fois des solutions externes et des solutions institutionnelles. Voilà. Alors, simplement, juste au départ, rappeler pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce webinaire aujourd'hui. Tout simplement parce que, comme vous le savez, la crise sanitaire affecte la trésorerie des OGEC. Donc, si je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard, mais disons que si on raisonne de façon moyenne sur l'ensemble de l'institution, c'est vrai qu'on a en général un niveau de fonds de roulement, donc de trésorerie en début d'exercice, qui est suffisant dans la majorité des cas pour absorber l'impact de cette crise sur les quelques mois qu'on vient de passer, les 3 mois à peu près. Bon, bien évidemment, il y a des disparités entre OGEC dont on est bien conscient, mais disons, en moyenne, en tous les cas, ça doit passer sur au moins ce qu'on a vécu. Preuve en est d'ailleurs les remontées qu'on a eues de nos partenaires bancaires qui nous font état finalement de très peu de demandes spécifiques en cette période, très peu de demandes de prêts garantis par l'État, de l'ordre de 3% peut-être des OGEC, très peu de demandes de report d'échéance de crédit immobilier, etc. Donc finalement, pour l'instant, dans la majeure partie des cas, ça se passe pas trop mal. L'incertitude, bien sûr, c'est la rentrée. Dans quelles conditions est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on pourra de nouveau accueillir l'ensemble des élèves? Est-ce qu'on pourra rouvrir
l'ensemble des prestations périscolaires, comme c'est le cas normalement, c'est-à-dire la restauration, est-ce qu'on pourra rouvrir les internats, est-ce qu'on pourra de nouveau faire de l'accueil et de la garderie, etc. Donc c'est vraiment la rentrée, en revanche, qu'on pourra vraiment appréhender l'ampleur de la crise. Et c'est pour ça que je vous disais en préambule, voilà, on s'intéresse à la fois donc, aux événements qui viennent de se dérouler, mais on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'établir un prévisionnel de trésorerie, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte de le dire, mais c'est aujourd'hui une nécessité. Voilà. Bonjour, donc Véronique Dussoulier de la Fédération des OGEC. Nous allons aborder les quelques points d'attention qu'il va falloir surveiller parce que pendant cette période de crise sanitaire, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les forfaits, les contributions et prestations annexes aux familles, à vous demander si les forfaits allaient être payés, s'il fallait ou non rembourser ces contributions familiales et ces prestations annexes. Donc, il faut savoir que les forfaits constituent une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales et qu'ils seront versés pour cette année 2019-2020. Les forfaits d'externat représentant un coût salarial à l'élève et que durant cette crise, l'État a continué à verser les traitements de ses fonctionnaires travaillant dans les collèges et lycées publics, ça n'aura pas d'impact sur vos forfaits. La crise Covid-19 n'aura pas non plus d'impact sur les forfaits départementaux et régionaux car les collectivités territoriales ont maintenu le traitement de leurs agents techniques en lycée et collèges publics. Pour les forfaits communaux, pour cette année scolaire, ils seront quant à eux versés à condition qu'ils aient bien été inscrits au budget primitif de votre commune, lequel budget permet d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Si ce budget primitif n'a pas été pris en compte, à ce moment-là, le nouveau montant du forfait communal fera preuve d'une décision modificative de ce nouveau montant pour qu'il puisse être mis en mandatement. Et si toutefois les OGEC n'avaient pas encore commencé à négocier le forfait communal pour les classes de maternelle, il devra le faire après la période de confinement, dans les communes où l'élection des conseils municipaux a été acquise au premier tour et à l'issue du second tour dans les autres communes. Dans les deux cas, la fixation du montant du forfait devra faire l'objet d'une décision modificative de budget lors d'un prochain conseil municipal. Et pour information et plus de détails sur le forfait communal et les impacts de la crise Covid, je vous renvoie vers le question-réponse rédigé par le pôle économie-gestion que vous trouvez sur le site de la FNOGEC et qui est téléchargeable. La grande question, quand seront versés les forfaits? Cette question qui va directement impacter votre trésorerie. Vous allez, pour pouvoir remplir de manière objective votre budget de trésorerie et refléter la situation de votre établissement, vous rapprocher de votre interlocuteur administratif dans ce dossier et vous assurer en complément que les informations qui vous seront communiquées sont bien mises en paiement auprès du trésorier payeur général. Voilà pour les forfaits. Passons maintenant aux contributions des familles. Donc, rappelons ici que c'est l'article R442-48 du Code de l'éducation qui explicite le recours aux contributions familiales. La contribution financière versée par les familles des élèves des établissements associés à l'État par contrat sert à couvrir les dépenses liées au caractère propre de l'établissement scolaire et à celles liées à la rénovation du patrimoine et au premier équipement de l'établissement. C'est pourquoi il y a lieu de maintenir cette contribution auprès des familles, comme l'ont conjointement rappelé les présidents du SGEC, de la FNOGEC, de l'APEL, et ainsi que les présidents des organisations professionnelles des chefs d'établissement dans une note publiée le 25 mars dernier. Si toutefois l'établissement devait rencontrer des difficultés, l'établissement devrait rencontrer des familles qui font face à des difficultés de paiement liées à la crise Covid, c'est au cas par cas que seront étudiés les dossiers pour assurer une solution viable tant pour la famille que pour l'établissement. Vous pourrez aussi, comme ça nous l'a été remonté, rencontrer des familles qui décident de suspendre le paiement de leurs contributions
bien que ce soit contraire à la position de l'institution. Dans ces cas-là, il est préconisé de prendre individuellement contact avec la famille et de résoudre le différend. Quant aux contributions annexes appelées auprès des familles, le remboursement intégral de ces prestations est recommandé comme l'exige le Code de la consommation dans le cas où la prestation n'a pas été fournie. Concernant les voyages scolaires, c'est une prestation annexe, elle n'a pas pu être fournie, donc elle devra également être remboursée aux familles, comme le prévoit le Code de la consommation et les préconisations institutionnelles. Cependant, si l'OGEC fait face à d'éventuelles difficultés de trésorerie, il peut être admis que le remboursement se fasse de façon échelonnée et que l'option d'émettre des avoirs puisse être envisagée. Toutefois, gardez bien à l'esprit qu'une logique d'avoir ne peut être imposée aux familles et que, quelle que soit la solution retenue par l'établissement, il est vivement recommandé de l'expliquer aux familles. Et enfin, l'établissement devra tenir compte de la situation économique et financière de chaque famille dans ce contexte de crise. Abordons maintenant la question du remboursement des voyages scolaires à l'établissement par le voyagiste. Vous avez signé une convention avec un contrat avec votre prestataire. Le voyage était prévu entre le 1er mars et le 15 septembre, mais il a été annulé soit par le voyagiste, soit par l'établissement en raison des circonstances exceptionnelles liées au virus. Et vous souhaitez maintenant obtenir le remboursement des acomptes versés. Eh bien, sachez que depuis le 25 mars dernier, date de la publication de l'ordonnance 2020-315, le professionnel de tourisme n'est plus en obligation de vous rembourser immédiatement les acomptes versés, mais devra vous proposer un avoir valable 18 mois à compter de la date de son émission, et ce, dans les 30 jours qui suivent l'annulation. À l'échéance des 18 mois, il devra vous rembourser l'intégralité des sommes versées. Soit vous proposez un nouveau voyage pour l'année prochaine, et ce, dans les 3 mois de l'annulation. Seul le non-respect des délais de mise en œuvre peut entraîner une demande de remboursement immédiat de votre part. Dans tous les cas, il faudra que vous favorisiez le dialogue avec tous vos prestataires pour que vous puissiez de votre côté adapter votre stratégie de gestion de trésorerie en prenant en compte chaque famille dont les enfants ont été concernés par ces voyages. Et il vous faudra trouver le juste équilibre entre les deux afin de supporter au mieux cette avance de trésorerie. Quant aux dépenses liées aux prestations de services telles que la restauration sous-traitée et le nettoyage des locaux, nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire, bien que par principe, quelles que soient les modalités de facturation, une prestation non réalisée n'a pas à être facturée. Seule une lecture circonspecte de chacun de vos contrats est indispensable afin de déterminer si vous devez, oui ou non, payer à votre prestataire ces facturations lorsque la prestation n'est pas réalisée. Il revient à chaque établissement, selon sa propre situation, d'apprécier s'il peut ou non soutenir financièrement ses prestataires. Cependant, votre prestataire de restauration peut vous adresser une facture concernant ses seuls coûts fixes, alors qu'il n'a ni préparé ni servi un seul repas pendant la période. Une fois encore, c'est dans votre contrat que vous trouverez la réponse. Si une clause justifie une telle facturation, alors il est préconisé de demander à votre fournisseur un détail de ce qui compose ses coûts fixes. Afin d'entrer dans une relation gagnant-gagnant, la société de restauration devra faire preuve de transparence. Je cède maintenant la parole à notre partenaire, le cabinet KPMG, par l'intermédiaire de Madame Christine Doisy. Bonjour à tous et ravie de démarrer cet après-midi avec vous ensemble sur cette explication de ce que peut contenir des prévisions de trésorerie. Alors effectivement, déjà, une pleine liste de choses à engager qui vient de vous être présentée.
Comme vous le savez, la crise sanitaire, aujourd'hui, on l'a traversée. Elle est peut-être derrière nous, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous les jours confrontés aux prémices d'une crise économique qui va arriver. Et en fait, cette crise économique, elle va aussi affecter l'environnement des OGEC de façon irréversible, tout simplement parce que les parties prenantes, ce qu'on appelle l'environnement économique de vos établissements est concerné. Ce sont d'abord et bien évidemment les familles qui vont avoir effectivement peut-être des difficultés dans leur situation personnelle. On pense à tous ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des familles qui sont salariées dans des PME qui vont pas bien, voire même, pourquoi pas, dans l'aéronautique. Enfin, voilà, on sait que cet environnement des OGEC va être fortement impacté par cette crise économique dont on ne commence qu'à voir les débuts. Alors évidemment, quand les conditions économiques se tendent, on essaye de revenir à des fondamentaux de gestion. Alors, très honnêtement, qu'on ne devrait jamais oublier, y compris quand cela va bien. Mais bon, voilà, le naturel humain fait que c'est plutôt quand effectivement la situation se tend qu'on repense de toute façon à ces bonnes pratiques. Alors, ces bonnes pratiques, elles sont essentiellement basées sur sur des aspects de contrôle interne, de bonne gestion, dont on a déjà eu l'occasion à la FNOGEC d'évoquer le contour. Et puis après, des outils peut-être un petit peu moins familiers pour la plupart d'entre vous, qui sont des prévisions de trésorerie. Alors aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que la plupart des OGEC, vous faites tous des budgets. Peut-être les faites-vous un peu tardivement d'ailleurs, parce que c'est une des recommandations qu'on va voir. Il va peut-être falloir s'y mettre un peu plus tôt pour voir ce qu'il en est, et puis préparer peut-être ces mauvaises nouvelles qui vont nous arriver. Alors pourquoi doit-on maîtriser notre trésorerie? Je ne vais pas vous l'apprendre. Le cycle d'activité de vos établissements est acyclique, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il n'est pas linéaire sur les 12 mois de l'exercice. Et en fait, vous le ressentez, même si vous n'avez pas d'outil aujourd'hui particulier de prévision de trésorerie peut-être, vous savez très bien que le niveau de votre trésorerie n'est pas le même au 1er septembre, au mois de février et au mois de mai. Donc effectivement, je pense que la première des choses, c'est d'avoir conscience de cette courbe de trésorerie qui est structurelle dans la plupart de vos établissements. Peut-être que la première démarche, ça va être effectivement de commencer à essayer de maîtriser, avant de maîtriser la trésorerie prévisionnelle, d'avoir cette conscience que voilà, on a un cycle de trésorerie qui varie dans le temps. Et n'hésitez pas à faire un petit peu de retour en arrière pour voir comment se décompose ce cycle de trésorerie. C'est peut-être déjà la première chose qui va vous permettre de rentrer dans ce sujet. Reprendre tout simplement, demander à vos attachés de gestion de vous faire des petites courbes. En général, elles maîtrisent bien Excel, de reprendre leurs enregistrements comptables et de vous faire des petites courbes de trésorerie qui vont vous montrer comment elle évolue, cette courbe de trésorerie, sur les différentes phases de l'exercice. Savoir à quel moment on encaisse les contributions, à quel moment on encaisse les forfaits et comment tout ça se traduit en sous, en sonnant et trébuchant à la banque. On parle bien de cela. Alors effectivement, on va être amené dans les mois qui viennent peut-être à affronter des éléments qui risquent peut-être d'être difficiles. Notamment, on parle de prévision d'effectifs de rentrée qui risquent d'être peut-être à la baisse, y compris dans certains grands établissements qui, de toute façon, sont systématiquement souvent avec des listes d'attente. Mais voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer compte tenu de l'environnement économique. Et puis voilà, ça va être aussi l'occasion d'essayer de courir un petit peu plus vite. Alors, je sais que vous êtes tous très occupés et que vous courez déjà beaucoup depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais voilà, il va falloir se mettre dans un dispositif d'anticipation, à la fois de l'année là qui se termine, puisque pour la plupart d'entre vous, vous clôturez à la fin de l'année scolaire au 31 août, et puis tout de suite de redémarrer sur une construction de budget 2020-2021. Certains d'entre vous, peut-être, sont déjà sur ces sujets-là. Je crois que la plupart du temps, vous attendez souvent d'avoir vos réalisations de l'année pour pouvoir acter sur le budget. Je vous assure, on peut tout à fait faire un budget 2020-2021 sans avoir forcément le résultat de l'année 2019-2020. Et c'est ces bonnes décisions-là qu'il va falloir prendre dès maintenant. Donc, on continue à avancer et franchement, le moment est à l'action.
Alors, à quoi servent des prévisions de trésorerie? Encore une fois, ça va vous permettre, en elles-mêmes, les prévisions de trésorerie peuvent ne pas changer la réalité des choses. Simplement, elles vont vous permettre d'apprécier à quel moment éventuellement vous allez vous retrouver devant un mur et devant une difficulté éventuellement de trésorerie. Et puis un creux, on le sait structurellement, même un établissement qui se porte très bien, qui est plein, avec des effectifs toujours stables ou en augmentation, peut connaître à certains moments de l'année des tensions de trésorerie. Donc ça, c'est structurel, je vous l'ai dit encore une fois, la courbe de trésorerie sur l'année n'est pas du tout linéaire. Il faut en prendre conscience. Et forcément, quand on va être sur peut-être des évolutions, des coûts qui vont être à la hausse, peut-être des familles qui vont avoir du mal à régler, etc., je crois que le nombre d'OGEC qui vont être touchés risque d'augmenter. Et donc, c'est ce qui, pour nous, nécessite la réalité de prévision de trésorerie qu'il faut anticiper, vous allez voir, assez rapidement pour pouvoir au moins anticiper cette échéance éventuellement et puis améliorer les choses. Voilà. Alors, c'est vrai que la gestion de trésorerie, il faut la prévoir. Ce que j'ai tendance aussi à vouloir vous dire, c'est déjà non seulement prévoir les prévisions de trésorerie, c'est important, c'est déjà aussi suivre sa trésorerie régulièrement. Ce sont des choses simples, mais ça veut dire effectivement ne pas prendre de retard dans l'établissement des rapprochements de banque, avoir une consultation régulière des soldes à la banque pour bien suivre tout ça et être conscient de la façon dont les choses avancent. Alors, plein de vertus sur cette technique de juste à temps sur notamment le suivi des soldes bancaires. Vous l'avez sans doute peut-être lu ces dernières semaines, la période que nous venons de traverser en tant que crise sanitaire a également donné beaucoup d'idées à des gens qui étaient confinés. Et on s'est aussi retrouvé sur beaucoup de fraudes qui ont eu lieu sur Internet, etc. Sachez que ça existe. Vous pouvez aussi avoir de temps en temps des déboires sur des comptes bancaires qui pourraient être piratés, voire des prélèvements qui sont effectués à votre insu. C'est de toute façon une vertu saine de suivre régulièrement ses comptes en banque, de les tenir à jour et donc de ne pas mettre de retard dans cette mise à jour du niveau de la trésorerie. C'est peut-être la première étape ou l'étape 0, si je puis dire, de ces prévisions de trésorerie. Alors, si l'on continue l'analyse, on va effectivement, comme cela vous a été déjà précisé, avoir envie d'anticiper ces insuffisances de trésorerie. Pourquoi? Parce que effectivement, vos partenaires que sont les banquiers, parce que la plupart de vos établissements OGEC ont plusieurs banquiers, ont souvent des emprunts sur de l'immobilier, etc. Voilà, on dit toujours un banquier qui a peur, c'est quelqu'un de dangereux parce qu'effectivement, un banquier n'aime pas être mis devant le fait accompli. Et donc, voilà, c'est un banquier, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle qui nous écoutent, mais néanmoins, c'est tout à fait normal. Un banquier a besoin d'être rassuré, il a besoin que vous lui disiez en toute transparence ce que vous allez faire. Et donc, le jour où il y a des difficultés, il faut le prendre comme un partenaire et non pas comme quelqu'un à qui il faut cacher les choses. Il faut vraiment fonctionner dans la transparence et dire les choses. Ils sont pas, les banquiers savent que la situation va être difficile. Ils apprécieront cette transparence que vous pourrez avoir vis-à-vis d'eux, ce partenariat que vous continuerez, parce que la plupart d'entre vous le font déjà, d'avoir avec eux. Donc ça, c'est une vertu également de la prévision de trésorerie. Alors, on continue notre petite analyse. Je vous laisse respirer 2 minutes pour attaquer les principaux axes d'action. Comme cela vous a été dit, on va avoir effectivement à la fois des actions possibles sur les recettes, on va avoir des actions possibles sur les dépenses, et ça c'est en quelque sorte non seulement l'optimisation du résultat de l'année, mais vous voyez également les délais d'encaissement et de décaissement de ces recettes et de ces dépenses. On va avoir éventuellement une possible action sur des lignes de financement auprès des banquiers, comme nous venons de le dire. Et puis de toute façon, comme je vous le disais, quelque part, mettre en place des prévisions de trésorerie, c'est de toute façon se reposer des bonnes questions qu'on devrait peut-être régulièrement se poser, notamment la question peut-être d'activités qui présentent des faibles valeurs ajoutées, et qui donc de ce fait vont consommer peut-être un peu plus de trésorerie que par le passé.
et donc à suivre. Notamment, je pense à ces activités d'internat, de restauration, où si les taux de remplissage ne sont pas tout à fait les mêmes, on peut se retrouver avec effectivement peut-être des valeurs ajoutées plus faibles et donc des besoins de trésorerie qui vont se trouver nécessaires, puisqu'en fait ces activités, souvent notamment l'internat, ont une part de charge fixe très importante que vous ne pouvez pas toujours abaisser, y compris en fermant un dortoir ou une aile de bâtiment. Alors, on va parler déjà de ce qui est peut-être en fait le plus facile, même si cela peut vous sembler complexe. On va d'abord agir pour essayer d'optimiser nos ressources. Alors, nos ressources, on vous indique en petite étiquette en haut que effectivement, c'est des actions qu'on peut mener dès maintenant et avant la fin de l'année scolaire. Alors, vous allez me dire, l'année scolaire, elle est peut-être déjà finie. Bon, disons qu'on va se mettre au 30 juin avec un rythme d'année scolaire comme on le connaissait jusqu'à présent. Effectivement, l'objectif, il est de se dire, on va avoir une fin d'année, des élèves ou des familles qu'on ne va pas forcément voir. Attention, soyez vigilants, voilà, à ce qui reste dans les dues familles qui sont facturées, que vous connaissez parfaitement, puisqu'en principe, à cette période-là de l'année, toute la contribution familiale est intégralement facturée. Donc, soyez vigilants, voilà, à faire rentrer l'argent dans la mesure du possible, de relancer régulièrement, de suivre éventuellement les familles qui éventuellement ne se sont pas réinscrites, mais aussi celles qui se sont inscrites parce qu'on n'est pas non plus à l'abri au mois de septembre peut-être de désistement. Donc c'est important, c'est du temps à y consacrer. C'est clair que le temps, effectivement, c'est sûrement ce dont vous manquez le plus, mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça se traduit rapidement par de l'argent qui rentre dans la trésorerie. Donc, action simple à mettre en place parce qu'elle ne nécessite pas de compétences particulières, mais simplement un travail d'analyse des comptes pour bien suivre les dérives éventuelles qui auraient pu arriver, puisque peut-être vos attachés de gestion sont partis confinés depuis le 15 mars. Peut-être qu'elles n'ont pas eu accès à la comptabilité, peut-être que de ce fait, on a eu un petit peu de retard, à la fois dans l'enregistrement des règlements, mais également dans la procédure de relance. Alors effectivement, aujourd'hui, il est à la fois trop tôt ou trop tard pour prévoir des prélèvements automatiques, mais on le sait, la plupart des établissements aujourd'hui favorisent les prélèvements automatiques sur les règlements. C'est quand même quelque chose qui permet dans le temps, effectivement, d'anticiper l'encaissement des familles. Donc ça sera sûrement pour l'année prochaine, mais pensez-y si vous n'y étiez pas encore passé, parce que c'est effectivement une bonne pratique qui à la fois allège les tâches administratives, il faut reconnaître pour vos attachés de gestion, et qui en même temps favorise un encaissement plus rapide. Alors effectivement, d'autres petites méthodes qui permettent aussi de faire entrer de l'argent, bah évidemment, suivre bien ces échéances qui sont sur vos contrats de scolarité, bien vérifier les dates de règlement. Et puis, voilà, un petit rappel pour ceux qui ne le feraient pas, pratiquer des acomptes famille pour les réinscriptions quand cela est possible. Peut-être d'ailleurs relancer les familles qui se sont réinscrites et qui n'ont pas toujours reversé les acomptes. Peut-être avec une arrière-pensée de se dire, bah, je ne vais pas le verser parce que si quelque part je change d'avis, etc., je me sentirai plus libre. Donc, une attention à avoir sur ce poste des acomptes pour l'année prochaine, qui est un volant de trésorerie qui peut représenter sur certains établissements des sommes intéressantes et importantes. Les conditions du règlement financier, ça c'est une remarque très intéressante et générale. On s'est rendu compte effectivement que parfois vos règlements financiers qui figurent dans les contrats de scolarité sont parfois un peu flous, notamment en matière vous savez, d'acompte, d'art. Enfin, c'est des termes qui parfois sont un petit peu galvaudés, qui ne sont pas toujours en phase d'un document à l'autre. Enfin, moi, j'ai examiné ça chez certaines OGEC où voilà, c'est pas très clair. Est-ce que c'est remboursable, pas remboursable? Bon, voilà, les montants. Est-ce que effectivement,
pour la contribution familiale, voire même pour la demi-pension. Est-ce qu'on est au carré par rapport à ces contrats? Est-ce que nos conditions générales, on les appelle conditions générales de vente pour une entreprise, sont suffisamment sécurisées pour ne pas ouvrir la porte à des débats avec certaines familles qui justifieraient des remboursements qui pénaliseraient les établissements? Donc, d'une façon générale, sur ces règlements financiers, je pense que si vous aviez le temps de rejeter un œil, alors il est peut-être un peu tard compte tenu du fait que les contrats sur l'année 2020-2021 sont en général signés déjà, mais mettez-vous ça en petite note dans un coin. Je crois que c'est un vrai sujet à relire avec un œil voilà, de chef d'établissement ou de président ou de trésorier d'OGEC qui peut se dire que demain, on aura peut-être quelques petits contentieux avec des familles et que donc, il faudra peut-être traiter ça sous une forme un petit peu plus formelle que le simple accord de gré à gré. Si on doit aller devant un tribunal, etc., ça arrive de temps en temps. Soyez prudent sur la formation de ce genre de règlement financier. Alors, dernier aspect sur l'optimisation des ressources. On a vu qu'on pouvait effectivement essayer d'anticiper, de ne pas laisser traîner les sommes qui sont dues par les familles, d'essayer de procéder à cela. Il y a un autre aspect qui, lui, est tout à fait d'actualité, que vous allez pouvoir engager dès la rentrée de septembre 2020, c'est effectivement non seulement de facturer régulièrement des familles, mais surtout, j'ai tendance à vous dire vraiment d'anticiper cette facturation. Pour le voir dans certains établissements, parfois la surcharge de travail que vous avez en tant qu'attaché de gestion, voire même de direction à la rentrée, fait qu'on traîne un peu. Enfin, vous voyez, on est un petit peu plus négligent sur le fait de lancer la facturation. Et puis parfois, on peut se retrouver voilà, à la Toussaint où on n'a pas eu le temps de s'en occuper parce qu'il y avait d'autres choses à gérer, etc. Et effectivement, sachez que dès que l'on décale dans le temps cette facturation, forcément, on va rallonger les délais auxquels les familles vont nous régler. Donc, vraiment, action très, très efficace. Pensez-y à essayer d'anticiper au maximum la sortie de la facturation à la rentrée le plus tôt possible parce que l'argent va rentrer plus vite parce que dès que les gens vont recevoir les factures, pour la plupart, pour un flot qui peut peut-être être 80%, ils régleront à réception de cette facture. Si la facture elle arrive au mois de novembre, ils régleront dans les mêmes délais, mais éventuellement avec 1 mois ou 2 de décalage. Donc ça, c'est une action toute simple qui ne coûte rien, si ce n'est peut-être un peu de temps, mais surtout qui va demander de l'organisation à votre service comptable. Mais vraiment, insister là-dessus, c'est très efficace et ça devrait cette année vous permettre de gagner du temps. Vous voyez. Alors, on aurait dû effectivement aussi se dire ça en période de non-Covid. Mais les bonnes pratiques, on va essayer de les garder aussi. Parce que quand on a pris le pli de faire ça, vous voyez, sa facturation pour fin septembre, etc., et bien après tout, après, on est rentré dans un rythme et donc c'est un cercle vertueux. Je crois que le restant, on l'a dit très rapidement, c'est vérifier effectivement régulièrement ces comptes famille, faire éventuellement ce qu'on appelle dans notre jargon des balances âgées, c'est-à-dire vérifier qu'il ne reste pas des soldes de l'année dernière, même si ce sont des familles qui sont là, et puis gérer les litiges, parce que quand il y a des litiges, voilà, il faut savoir aussi percer les abcès, le traiter avec toute l'humanité qui sera la vôtre, mais néanmoins les traiter pour savoir où on en est concrètement et ne pas imaginer qu'on va recevoir des sommes qu'on ne recevra jamais, en fait. Voilà. Alors ça, c'était un petit prisme sur le niveau des recettes. Alors, on a aussi une action possible sur les dépenses. Et je crois que la première action que vous allez avoir, c'est de vous poser avec peut-être le conseil d'administration de l'OGEC, peut-être avec bien évidemment le chef d'établissement, sur, voilà, je pense notamment à cette période de l'été où dans la plupart de vos établissements, il y a des investissements, des grosses réparations qui sont prévues. Voilà, quelles sont les marges de manœuvre pour peut-être, si la situation est tendue, écoutez, voilà, je veux dire, différer des dépenses,
Les gros investissements, c'est sûrement difficile parce qu'effectivement, peut-être que les choses sont déjà engagées, les temps de travaux sont réservés. On sait bien que la période d'été est une période propice à mobiliser les établissements sur voilà, des gros travaux, mais néanmoins, c'est vrai qu'il faut absolument que l'on arrive à faire le point sur ces dépenses éventuellement, voire peut-être du petit rééquipement. Est-ce qu'on ne peut pas faire durer un peu plus certains petits matériels, etc. Gestion des échéances fournisseurs. Oui, c'est vrai, quand on ne va pas bien en trésorerie, on peut tout à fait effectivement pousser un petit peu sur les délais de règlement. J'attire simplement votre attention. Attention, il y a une loi qui prévoit effectivement une gestion des délais de paiement. En principe, vous êtes un acteur économique, vous devez respecter les délais de paiement et ce délai de paiement est de 60 jours date de facture. Il existe des sanctions très fortes pour les établissements OGEC, mais tous les acteurs économiques qui ne respectent pas ces délais de paiement. Si vous avez envie de vous faire peur, vous pouvez aller sur le site de la DGCCRF. C'est ce qu'on appelait autrefois la réglementation de la concurrence et des prix. Et vous verrez que les OGEC peuvent être également sanctionnés quand on ne respecte pas ces délais fournisseurs. Donc, soyez des agents économiques responsables. Tirer sur le crédit fournisseur peut aider temporairement. Il ne s'agit pas de payer trop vite, mais ne tirez pas trop non plus parce que ce n'est pas une bonne pratique tout compte fait. Alors, les autres bonnes pratiques, elles vous sont indiquées là, bien évidemment, pas de double paiement. Et puis, si vous le pouvez, limiter les avances fournisseurs, mais souvent, vous avez aussi des partenariats avec vos fournisseurs et c'est important, je pense, de garder cette qualité de relation avec vos fournisseurs. Donc, attention sur l'optimisation des délais de paiement sur les fournisseurs. Par contre, effectivement, on a parlé tout à l'heure de contrôle interne. Voilà, revoir peut-être ce cycle des dépenses, regarder, s'assurer que toutes les dépenses qui sont engagées sont bien validées au niveau de la direction, pour qu'on soit sûr de ne pas, si on a décidé de bloquer une dépense pour effectivement améliorer la trésorerie ou reconstituer un peu de marge de manœuvre, s'assurer que, in fine, quelqu'un d'autre ne va pas engager la dépense à la place et que ça passera au travers des mailles du filet. Petit point, on vous indique un mot barbare, là, une réactualisation du PPI. Alors, le plan pluriannuel d'investissement, c'est effectivement un document. Alors, je vous invite à aller voir les statuts types de l'AFNOGEC. Je pense que la plupart d'entre vous maintenant avaient mis à jour vos statuts. Vous allez voir qu'en fait, c'est une obligation que vous avez. Déjà, depuis la mise en place des nouveaux statuts, vous devriez chaque année présenter en conseil d'administration ce fameux plan pluriannuel d'investissement qui vous permet de vous poser, de planifier votre plan d'investissement en fonction de vos urgences, notamment sur l'ensemble de vos locaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Moi, je vous avoue ne pas en avoir vu beaucoup, y compris dans des établissements bien structurés. Je crois que c'est une bonne habitude qui a été instaurée par vos statuts. Il faut vraiment essayer de se poser, de positionner, voilà, se mettre, ça vous semble peut-être complexe, mais se poser sur une dizaine d'années, essayer de positionner des coûts sur, voilà, pour ordonner tout simplement les priorités de vos gros investissements. Donc, je vous invite là-dessus à regarder dans vos statuts et essayer sur ce plan aussi d'avancer pour voilà, projeter vos dépenses d'investissement dans les années à venir. Alors, je vais continuer. On va continuer à descendre le support pour vous dire que, voilà, vous avez également des actions possibles sur les financements. Alors, je vais faire assez bref sur, en fait, notamment les subventions, les financements bancaires, notamment les aides de BPI, le plan garanti par l'État. Comme ça vous a été dit, vous avez un document vraiment très riche sur le site de la FNOGEC qui s'appelle Covid-19 questions-réponses. Vous allez avoir tout ce qui va vous expliquer ce que c'est qu'un prêt garanti par l'État. Vous allez avoir les réponses à tout cela. Vraiment consulter ce document. Il est épais, il fait 60 pages, mais il est très concret. Il y a des questions vraiment très concrètes sur ce soutien financier à la fois bancaire. Alors, sur les subventions, j'ai tendance plus à parler. Véronique vous a dit qu'effectivement, en ce qui concernait les forfaits, on était sur des contributions obligatoires, donc peu de risques malgré tout d'avoir des remises en cause de ces montants-là.
Voilà. Après, si le besoin était important, effectivement, peut-être y aurait-il des réflexions à avoir, peut-être au niveau des entités, à la fois des entités propriétaires qui pourraient éventuellement peut-être aider, hein, ou des structures de diocésaines, notamment, je pense aux structures propriétaires de l'immobilier, souvent dans les régions qui portent voilà, l'immobilier. Alors, si l'on continue à avancer sur un aspect, voilà, alors, vous le savez, dans votre poste dans votre structure de compte de résultat, votre premier poste de dépense, ce sont les ressources humaines. Donc, vous n'auriez sans doute pas compris que nous n'évoquions pas cela. Je crois qu'encore une fois, hormis ces consultations de CSE que vous avez vraisemblablement mis en œuvre pour procéder à la rentrée, alors à la rentrée, disons à la petite rentrée de 2019 et 2020 suite à cette crise sanitaire, puis peut-être sur celle de septembre 2020, ça, je pense que vous êtes bien équipé pour savoir comment procéder. Par contre, en tant qu'expert comptable, j'aurais tendance à vous dire profiter de l'occasion de cette crise pour quelque part réfléchir à l'affectation des postes et des moyens, tout simplement parce que les conditions d'exercice de vos activités vont changer à la rentrée. Vous le savez, on ne sait pas encore tout à fait les contours de cette rentrée, comment elle va se décliner, mais c'est vraiment l'occasion de se positionner pour effectivement voilà, réfléchir à l'affectation des moyens, comment est-ce qu'éventuellement, si on a des besoins à certains endroits, on peut les redéployer. Et puis voilà, quels sont éventuellement les postes sur lesquels on peut éventuellement se serrer un petit peu la ceinture pour effectivement maintenir un fonctionnement qui va être performant dans un contexte tout à fait changeant et différent de ce que vous avez connu par le passé. Alors, le recours au chômage partiel, je crois que c'est presque un peu derrière nous, puisque quelque part, l'urgence était plutôt effectivement au mois de mars. Vous y avez eu recours dans certains cas, notamment pour ce qui n'était pas financé par le forfait, hein, notamment sur l'internat, la demi-pension. Je crois que ça, encore une fois, c'est aujourd'hui peut-être un peu devenu obsolète. Par contre, bon, voilà, réorganisation des horaires de travail, de ménage, pour la distanciation, etc. Ce sont des réflexions auxquelles vous ne pouvez pas échapper. L'arbitrage économique éventuellement, effectivement, aussi sur des prestations aujourd'hui. Voilà, on a des fonctionnements qui peuvent être différents et on a internalisé certaines prestations. Je pense notamment à éventuellement du petit entretien, ou au contraire l'externaliser. Pardon. Comment demain on revisite ces organisations-là? Voilà, excusez-moi. Il va falloir être aussi vigilant sur, je pense, sur disons l'optimisation, au moins la répartition des jours de congé en fonction de vos accords d'entreprise et de votre convention collective, pour effectivement voir où on en est. Donc, n'hésitez pas à faire très vite le décompte des jours qui restent dus avant les vacances dans les compteurs, pour effectivement voir comment vous pouvez optimiser ces prises de congés, voire des RTT, pour les redéployer dans des périodes où vous n'avez pas besoin éventuellement des salariés. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous protégez de votre responsabilité effectivement pénale d'entreprise, d'employeur, pour effectivement limiter tous les ennuis qui pourraient être des accidents de vos salariés, voire des mises en danger de la sécurité de certains de vos salariés. Voilà, donc tout cela, ce sont voilà, des nouvelles donnes qui vont être nécessaires et qui devraient vous permettre effectivement de libérer des marges de manœuvre en matière de trésorerie, d'exploitation également. Et puis, quand on met tout ça en valeur et en musique, d'essayer d'harmoniser pour essayer d'aller à l'encontre de difficultés de trésorerie. Et je crois que ce qui va vous être présenté maintenant, c'est simplement une petite cartographie rapide des actions à mener. Certaines, vous l'avez compris, sont à mener là dès maintenant. Hein, je pense donc encore une fois aux relances des familles. D'autres vont être amenées avant de partir en vacances, préparer la facturation, revisiter certaines choses, refondre le budget,
réorganiser l'ensemble éventuellement du budget de rentrée. Profitez de ces quelques jours de répit une fois que les élèves vont être définitivement partis des établissements pour vous reposer là-dessus avec le trésorier, avec le chef d'établissement. Et puis, voilà, peut-être faire un budget rectificatif ou amender le budget ou le préparer, le projeter très rapidement avant le départ des uns et des autres pour voir les marges de manœuvre et encore une fois, commencer à projeter nos difficultés de trésorerie. Je vous incite fortement à essayer déjà d'avoir cette vision de trésorerie dans le passé et de voir comment, voilà, la période souvent difficile est celle du mois de janvier, février, selon les délais de forfait qui arrivent. Mais voilà, c'est une période charnière qu'il faut absolument que vous arriviez à maîtriser. En temps normal, on vous conseille souvent au 31 août d'avoir devant vous à peu près 3-4 mois quand on est un peu riche, voilà, de pouvoir avoir 3-4 mois de trésorerie d'avance au 31 août. En deçà, voilà, la période du début de l'année risque d'être difficile à mener. Donc, faites ce point sur l'état de votre trésorerie, faites ce point sur vos conditions d'activité et ça sera, je pense, une réflexion utile pour anticiper les difficultés ou les obstacles à venir. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Bien. Oui, Thomas? Oui. Oui, alors je voudrais remercier Christine, bien évidemment, pour la qualité de sa présentation, et puis aussi parce que je trouve intéressant de rappeler qu'en période de difficulté et en période de crise, il faut à la fois, enfin, il faut travailler les charges, évidemment, c'est le premier réflexe qui vient à l'esprit, mais en même temps, on n'est pas des cost killers dans l'enseignement catholique, et il est aussi important de travailler les ressources. Ça, on n'y pense pas forcément. Donc voilà, je voulais remercier pour avoir vraiment rappelé ça, l'avoir mis en premier dans sa présentation. On va être très très court sur la fin parce qu'il y a énormément de questions. On va essayer d'en traiter quelques-unes. On va juste en fait vous présenter un outil qu'on a mis à disposition dans le portail Isidore pour vous aider à construire un budget prévisionnel. Pour ce qui est de l'estimation des coûts fixes du prestataire de restauration, je vous renvoie à un webinar qui est disponible sur la chaîne YouTube de la FNEJEC, animé par Clarisse Valkener qui traite de ce sujet-là spécifiquement. Très très bien fait. Et bien évidemment, donc au document qui a déjà été mentionné, donc les questions-réponses du pôle gestion de la FNEJEC, donc qui se trouve sur fnejec.org dans la rubrique spécifique Covid-19. Voilà, donc Véronique, si tu peux présenter le prévisionnel. Merci Eric. Donc, vous l'aurez compris, la nécessité de faire un budget de trésorerie, poursuivre vos emplois et vos ressources. Donc, pour accéder à ce nouvel outil qui a été mis en ligne avec vos codes et mots de passe habituels, vous vous rendez sur le Isidore. À l'accueil, vous connectez sur EasyGestion et ici, ce dernier petit carré vous indique que vous entrez dans le budget mensuel de trésorerie. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur la page de présentation, le tableau se présente en deux parties. Vous avez la première partie qui va traiter de tout ce qui est encaissement, donc tout ce que l'OJEC prévoit d'encaisser. Donc, vous pouvez à la fois enregistrer les flux de trésorerie existants, mais aussi toutes les recettes dont l'OJEC prévoit la perception. Vous pouvez démarrer votre tableau au mois de septembre, comme vous pouvez le démarrer, donc là, nous l'avions mis en place pour le mois de mars, donc au mois de mars, en saisissant votre solde de trésorerie de début de période. Vous remplissez votre tableau et le solde de fin de période va se calculer automatiquement et se reporter sur le mois suivant. Donc, en deuxième partie de tableau, nous allons pouvoir renseigner tout ce qui est décaissement, donc toutes les sorties d'argent que l'OJEC prévoit. Nous avons rajouté au niveau des familles donc tout ce qui est remboursement suite à la crise Covid.
Voilà, ça va vous permettre encore une fois de pérenniser votre trésorerie, de mettre en évidence votre trésorerie nette, de voir, comme vous l'a expliqué KPMG, si les hypothèses d'investissement ou de dépenses exceptionnelles peuvent être envisagées ou voir s'il n'est pas plus raisonnable de les reporter. Et vous pouvez faire autant de simulations que vous le souhaitez. Donc, vous avez une fonction export qui va vous permettre d'enregistrer votre simulation et ensuite, vous pouvez la conserver au coffre-fort dans l'application EasyDor. Voilà pour le petit outil. Et puis, bien sûr, je ne peux que vous renvoyer vers le question-réponse si vous avez d'autres questions. Thomas? Oui, Thomas? Oui, quelle partie? C'est bon, on termine. Ok. Rends-moi la... Oui, redonne-moi le... Oui. Oui, mais alors, vous aurez accès au support intégral en téléchargement sur le site de la FNOGEC. On va conclure ici donc en remerciant Christine hein, pour KPMG, pour la qualité de son intervention. Vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation si vous avez des questions plus spécifiques à nous poser. Je vais revenir rapidement sur quelques questions qui nous ont été posées jusqu'ici. Alors, une concerne le Fonds de solidarité. Donc, pour le Fonds de solidarité, je vous renvoie directement donc, aux questions-réponses du pôle gestion, donc site FNOGEC, rubrique Covid-19, et vous aurez la réponse à cette question-là. Alors, une question un petit peu sensible. Alors, vu que les enfants ne sont pas scolarisés, certains parents ne règlent plus la contribution familiale. Certains se plaignent d'être en chômage partiel. Que faire car nous courons à la catastrophe? Alors oui, ça c'est un problème dont on a tout à fait conscience. Malheureusement, c'est un problème qui est extrêmement difficile à gérer. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est nous, au niveau, on ne peut que vous rapporter la parole institutionnelle, qui est de dire que les contributions famille, à ce stade, restent dues pour des raisons légales qui vous ont été rappelées, puis pour des raisons aussi voilà, d'activité, la continuité pédagogique était assurée. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de raison particulière de rembourser les contributions famille. Néanmoins, bon, on peut comprendre qu'à titre entre guillemets commercial, c'est une position qui soit un petit peu difficile à tenir. Par ailleurs, effectivement, il y a des problèmes d'ordre social dans certaines familles. Alors, pour ce qui est des problèmes vraiment d'ordre social, tout ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est gérer au cas par cas. J'insisterai quand même, je me permettrai de le faire, sur le fait qu'à partir du moment où vous accordez des réductions qui ne sont pas des réductions à caractère social, c'est-à-dire que si en gros vous accordez une réduction à la personne qui hurle le plus fort, bon, bah, les gens se parlent à la sortie de l'école, vous le savez bien, et à partir du moment où vous commencez à lâcher du lest sur quelques familles, vous allez avoir l'intégralité des familles qui vont venir vous voir. Donc voilà, soyez, enfin malgré tout, voilà, la position institutionnelle est d'être ferme et je crois que c'est tout à fait dans votre intérêt de l'être. Alors, question, un OGEC peut-il aider financièrement un autre OGEC en difficulté? Si oui, dans quel cadre juridique, sous quelle forme et dans quelles limites? Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement problématique, sur lequel on a une petite divergence d'interprétation. Enfin, oui, petite. Je laisserai la parole à Christine aussi pour qu'elle puisse vous apporter son point de vue. Disons que effectivement, en cette période, et ça, c'est le statut même de l'enseignement catholique qui le rappelle, la solidarité dans l'institution doit jouer à fond.
Donc, il peut y avoir des prêts de l'Udogec ou de l'Urogec à un OGEC. Il peut y avoir effectivement de la solidarité par les structures immobilières, etc. Alors, il y a quand même deux précautions à prendre, enfin, deux risques particuliers qui sont, un, il faut éviter d'emprunter pour reprêter derrière, parce que là, on fait de l'intermédiation bancaire et c'est du pénal. Deux, il faut toujours faire attention à ce que la structure à laquelle on prête soit en mesure de rembourser, parce que sinon on fait du soutien abusif et voilà, on revoit pas son argent. Bon, par ailleurs, bien évidemment, ça doit être complètement encadré par des décisions des conseils d'administration qui donnent, qui reçoivent, etc. Il doit y avoir des conventions de signer. Bon, bref, on peut y répondre. On a des modèles, hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous en avez besoin. Alors, voilà, ça c'est pour les structures, je dirais à caractère diocésain au sens large, territorial, disons. Après, est-ce qu'un OGEC peut prêter à un autre OGEC? Alors, ça se voit, on a des modèles, on a des conventions. Les limites à respecter sont celles que je viens précisément d'indiquer, mais il faut encore plus encadrer les choses. Et voilà, ça doit rester tout à fait exceptionnel, ça doit rester sur des montants qui sont modérés, ça doit se faire sans taux d'intérêt. Et on ne doit vraiment pas rentrer dans cette mécanique, soit d'intermédiation bancaire, soit de soutien abusif, qui sont quand même deux très très gros risques. Ça peut se comprendre à la limite si vous êtes un collège-lycée qui récupère tous les enfants de la petite école qui est à côté et qui est en difficulté. Mais voilà, il faut qu'on soit quand même, il ne faut pas que ça soit le riche du territoire qui paye pour toutes les petites écoles et qu'il n'y ait pas de justification je dirais économique ou éducative au sens large. Voilà, Christine, je pense que vous aurez un petit complément à apporter sur le prêt d'un OGEC à un autre OGEC. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on a une position qui se veut celle la moins risquée possible pour vous donner le contexte. Alors, évidemment, je mets de côté les aspects de solidarité. Je vous prie de m'en excuser par avance. C'est pas, voilà, c'est simplement le professionnel qui vous dit qu'effectivement l'activité de prêt est encadrée en France. C'est réservé aux banquiers. Les OGEC ne sont pas des banquiers, donc même effectivement sans prêter pour reprêter, le simple fait de faire une avance à un autre établissement. Alors, d'abord d'une, je pense que ça ne rentre pas dans votre objet, puisque l'objet de votre association OGEC, ce n'est pas de prêter à un autre OGEC. Donc, même s'il y a une solidarité, même si l'objet de deux OGEC est comparable, je pense que globalement, ça n'est pas dans votre objet social. Donc, risque à partir du moment où vous faites quelque chose qui est interdit, enfin, qui n'est pas prévu dans vos statuts. Et puis voilà, effectivement, ce risque pénal d'activité bancaire qui est réglementé en France. Et alors, je mets de côté après tout le côté de non-recouvrement des fonds, si vous voulez, hein. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose, très honnêtement, que nous ne conseillons pas pour toutes ces raisons-là. C'est la porte ouverte. Ça paraît une solution simple et intelligente, mais en fait, c'est une fausse bonne idée. Voilà, je me permets de vous dire ça. Voilà, donc je vais reprendre. Oui, je vais reprendre Thomas. Ouais. Voilà, donc on va essayer de terminer rapidement, mais avec quelques questions assez générales auxquelles il est intéressant de répondre, et celle-ci en était une. Alors, une question qui m'ennuie un petit peu, des demandes faites aux banques pour le PGE, pourquoi les banques ne jouent pas le jeu et ils ne prennent pas le temps de vous répondre? Alors, pour celles et ceux qui ont ce type de difficulté, je vous recommande très vivement de m'envoyer un mail. Il faut savoir qu'on a des partenariats avec la plupart des banques de la place. Je suis en contact très régulier avec les gestionnaires de marché au niveau central. Si vous rencontrez ce type de difficulté, vous m'adressez un mail. Concernant le PGE en lui-même, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que c'est un prêt qui est effectivement garanti à 90% par l'État. Donc on peut avoir tendance à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas un prêt, pourquoi est-ce qu'on ne débloque pas un prêt garanti à 90% par l'État, sachant que la banque ne risque rien? C'est pas tout à fait vrai, pour deux raisons. D'abord, la banque est quand même obligée de vérifier que vous êtes solvable, hein. La banque doit remonter un dossier de crédit, et
qui potentiellement peut être transmis à la BPI, la Banque publique d'investissement, qui va, elle, débloquer les fonds. Donc, en cas de défaut de votre part, hein, la BPI demandera à votre banquier de lui transmettre son dossier de crédit, et si le dossier de crédit est jugé trop pauvre, eh ben, la BPI interviendra pas en contre-garantie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça concerne une vision un peu plus égoïste, mais aussi économique et rationnelle de la banque. Voilà, supposons que vous ayez un gros projet immobilier déjà en cours avec une banque. Vous allez voir cette banque qui est votre partenaire normal pour lui demander un prêt garanti par l'État parce que vous avez quelques difficultés de trésorerie. Le calcul que va faire le banquier ici, c'est plus vraiment tout à fait enfin, en général, on est un petit peu au-delà du point que je mentionnais avant, qui était le problème de remboursement de contre-garantie par la BPI. Mais c'est simplement le fait que le banquier va se dire, c'est bien, mais si je lui avance de la trésorerie maintenant, cette trésorerie, il va devoir la rembourser dans 1 an, éventuellement dans 2, 3, 4 ou à la limite 5, bon, peu importe, mais il va quand même faire le calcul, ou en tout cas va rechercher l'appréciation de savoir si en vous avançant cette trésorerie, il ne va pas mettre en déséquilibre l'ensemble des opérations, c'est-à-dire les fonds que lui va déjà vous avoir prêtés au préalable. C'est-à-dire que c'est bien d'être contre-garanti sur une avance de trésorerie par l'État, mais si cette avance fait qu'en fait vous vous retrouvez, comme on dirait dans le langage courant, en état de surendettement, c'est l'ensemble en fait de ces encours qui vont tomber. Donc voilà, donc les situations peuvent être un petit peu plus compliquées qu'elles en ont l'air, cela étant le fait de ne pas répondre. On peut tout à fait comprendre que la réponse soit négative, le fait de ne pas répondre ne se fait pas. Donc si vous avez des difficultés, vous me mettez un mail. Dernière question qu'on va avoir le temps de traiter. Préconisez-vous de bâtir plutôt un business plan sur des périodes longues que sur le budget N+1, c'est-à-dire sur 2 ou 3 ans? La réponse est assurément oui. Bon, Christine en a parlé, on a parlé tout à l'heure. De toute façon, statutairement, vous êtes tenu de préparer des budgets prévisionnels et des plans d'investissement à 5 ans, sans aller forcément jusqu'à 5 ans. De toute façon, à partir du moment où vous demandez par exemple un prêt garanti par l'État, ou même dans la vie courante hors Covid, si vous avez un besoin immobilier, quand vous allez aller voir le banquier, il va forcément vous demander autre chose qu'un budget prévisionnel N+1 ou même N+2. Donc oui, même en dehors de la période de crise qu'on traverse aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de naviguer uniquement sur un budget N+1. Voilà. Si peut-être une dernière question. Alors là, je profite aussi que Christine soit là, parce qu'elle pourra peut-être nous donner son éclairage. Quelle influence un OGEC peut avoir sur des décisions du chef d'établissement, exemple ouverture ou non du périscolaire, d'une cantine sous forme de panier repas qui existait avant l'épidémie, etc., etc. Donc là, c'est une question un petit peu délicate et si vous avez vraiment un souci là-dessus, je vous recommanderais de poser plus la question au pôle social. Néanmoins, à ce stade, tout ce que je peux vous dire, c'est que la décision de réouverture de l'établissement et plus généralement de son fonctionnement, en gros, la responsabilité de la responsabilité d'ordre pénal en fait de ce qui pourrait se passer dans l'établissement en cas de mauvaise application des consignes sanitaires repose sur le chef d'établissement. Donc il serait quand même regrettable qu'il y ait des conflits entre le GEC et le chef d'établissement dans cette période. Bon, en revanche, il faut arriver à travailler main dans la main pour préparer la rentrée, qui est quand même vraiment aujourd'hui l'enjeu crucial. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Christine, là-dessus. Simplement vous rappeler que sur un plan financier, puisque c'est quand même essentiellement le sujet, n'oubliez pas que le chef d'établissement engage le budget. Hein. Il a un pouvoir d'engager le budget.
C'est pour ça qu'en fait, on vous propose de faire un budget très tôt dans l'année pour pouvoir effectivement avoir cette délégation de pouvoir dans un cadre déjà normé. Hein. Et effectivement, par rapport à des évolutions aujourd'hui de mode de fonctionnement, c'est quand même le cadre qui fait que le chef d'établissement peut engager l'OGEC, non pas sur un côté pédagogique, hein, mais sur un côté au moins financier dans le cadre du budget. Donc, a priori, si on a des dérives de budget, bon, ça devrait faire l'objet d'une consultation du conseil d'administration de l'OGEC. Voilà, Thomas, je vais conclure. Voilà, bon, bah, écoutez, on en a terminé, on a dépassé de 5-7 minutes, et bon, je vous prie de nous en excuser. On avait quelques questions qui étaient des questions assez transverses, donc c'était quand même intéressant de garder un petit temps pour y répondre. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc s'il se trouve qu'on n'a pas pu traiter la question que vous aviez envie de nous poser, écoutez, n'hésitez pas à nous la faire parvenir, et voilà, on essaiera de vous apporter la réponse la plus précise possible. Voilà, sur ce, donc je vous remercie tous, toutes et tous, et je remercie également donc mes co-animatrices, en l'occurrence, et l'ensemble de l'équipe technique qui nous a assistés dans la réalisation de ce webinaire. Merci et à bientôt. Au revoir. Bon après-midi à tous.